Euh, En deux mots, Optime, pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors ceux qui nous connaissent déjà très bien, vous inquiétez pas, on va pas passer trop de temps, mais l'idée, c'est quand même de dire, on est sur un sujet qui est complètement à la croisée de nos expertises, puisque on travaille, nous, sur deux piliers qui est l'excellence opérationnelle, en tout cas la performance de l'organisation. Maintenant, on parlerait des performances de l'organisation et l'épanouissement professionnel des équipes. Et on sait ô combien que le management est une pierre angulaire de la performance et de l'épanouissement professionnel. Et donc, nous travaillons, nous sommes aujourd'hui 23 personnes, dont 20 consultants qui travaillons, et donc consultants et formateurs, qui travaillons donc autour des grandes thématiques de l'excellence opérationnelle, de l'excellence managériale, mais tout ce qui va toucher aussi au process et développement RH, au management de projet, et puis avec une offre qui se développe beaucoup aujourd'hui autour de la RSE, qui vient compléter notre offre stratégique et change, transformation culturelle aussi. Et nous intervenons aussi sur tout ce qui va toucher les SI et notamment les transformations des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'excellence managériale pour compléter aussi la présentation d'Optime. Donc nous sommes une scope, donc ce qui influe aussi nous sur notre mode de management en interne, puisqu'une scope, c'est voilà, l'ensemble de nos salariés, quasi l'ensemble de nos salariés sont sociétaires de la scope. Et grande fierté que moi, j'aime beaucoup rappeler, c'est que nous allouons 1% de notre chiffre d'affaires annuel à accompagner des associations, des ONG, dans le cadre de notre trésor de paix. Les associations qui œuvrent beaucoup sur notamment l'insertion, l'aide aux fragilités des personnes en précarité notamment. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais rajouter quelque chose sur Optime. Non, Et écoute, c'est Optime parfait. fêtera ses 40 ans l'année prochaine. Donc voilà, là aussi, fierté de voilà, d'être dans une entreprise qui s'inscrit dans le temps, mais qui est dans son temps. Alors, hop. On a repris, donc voilà, on voulait vous dire à chacune et à chacun bienvenue aussi, bienvenue à vous et aux entreprises que vous représentez. Là, l'idée, c'était que vous voyiez un peu avec qui est autour de l'écran ce matin, puisque malheureusement, hein, c'est frustrant, mais on n'aura pas le temps de vous laisser la parole à chacune et chacun d'entre vous. Donc, merci à vous. On voit des entreprises voilà, une fierté aussi, voilà, avec lesquelles nous travaillons et puis dans des domaines très différents. Donc, ce sera intéressant aussi d'avoir éventuellement vos partages d'expériences et questions. Ça, vous connaissez par cœur. Le quiz, on l'a fait. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé. David, c'est à vous. Je vous laisse la parole et je me tais promis, pour D'accord, très quelques bien, très instants. bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis David Soré, je suis responsable performance industrielle corporate au sein du groupe Savencia depuis maintenant 7 ans, bientôt 8. Voilà, et nous avons travaillé avec Pascal à la réalisation, déjà la création, puis la réalisation d'un parcours de management pour nos équipes. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Mais avant, c'est important que je vous présente un petit peu le groupe Savencia, que vous sachiez qui nous sommes. Donc, le groupe Savencia est un groupe familial et indépendant avec plus de 26 000 collaborateurs à travers le monde. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros et nous sommes présents dans 120 pays. Et alors, pour certains, le groupe Savencia, ça ne parle pas forcément. Par contre, ce qui va potentiellement vous parler, c'est nos marques. Donc, en fait, on retrouve quand même deux entités dans le groupe, au sein du groupe Savencia. On trouve l'entité Savencia Gourmet et l'entité Savencia Fromage et Dairy, entité pour laquelle j'interviens en fait, j'interviens sur Fromage and Dairy. Mais dans la partie Fromage and Dairy, en termes de marque, je pense que Caprice des Dieux, Tartare, Saint-Mauré, Elévire, Cœur de Lion devraient vous parler.
Et côté Savencia Gourmet, bah, j'imagine quand même que Valrhona, Bordeaux, Chenel, la maison du chocolat, doivent également parler à certains. Voilà. Donc, un groupe avec deux entités spécifiques. Et moi, donc, personnellement, je m'occupe de la partie fromage and dairy. Merci David pour ces premiers éléments. Et puis je te propose qu'on je vais accueillir une personne. Je te propose Vas-y, d'aller peut-être Pascal, je gère. Ouais. un petit peu plus loin sur finalement l'historique. Hein. Tu as dit que tu étais là depuis 7 ans. Moi, je crois que j'ai commencé même bien avant à travailler sur le sujet avec Oui. vous. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'origine et pourquoi avoir lancé ce parcours de formation management? Oh bien, c'est très simple. Nous avons démarré donc en 2000. Oula. On a une Pardon, coupure. il y avait une option de voix, pardon, qui s'est enclenchée. Donc, pour expliquer effectivement l'origine de la démarche, en 2015, le groupe a souhaité en fait démarrer vraiment une démarche de performance industrielle au sein de l'ensemble de ces usines. Donc, il y a eu plusieurs points majeurs. Donc, tout premièrement, il y a eu l'intégration au sein de chacun des usines d'un responsable de performance sur site. Puis, on a réalisé des formations à la fois pour des managers terrain jusqu'à la direction usine, donc des formations à la philosophie et aux outils de la démarche d'amélioration continue, avec donc effectivement une grosse session formation. Puis, ce qui était important, c'était de pouvoir mettre en place, en fait, c'est déjà alors, animations à intervalles courts, ou on peut appeler ça des routines rituelles, donc pour pouvoir communiquer suivant les différentes strates, en fait, des organisations de notre usine. Et puis, dans cette démarche-là, il y avait une première partie qui était la réalisation d'un diagnostic de performance sur le site, avec l'identification de chantiers de performance intégrés dans une feuille de route pour le site. Et puis, dans cette feuille de route, bien, on retrouvait les chantiers avec une planification dans le temps pour pouvoir justement aller chercher de la performance. Voilà. Mais par contre, que ce soit pour la mise en place et l'animation d'une routine ou d'une animation à intervalles courts, ou que ce soit pour la réalisation d'un chantier, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a deux ingrédients qui sont essentiels à la réalisation. C'est effectivement, d'une première part, la connaissance et la maîtrise des outils de la démarche. Donc ça, c'est vraiment l'aspect technique. Mais associé à ça, en fait, les outils ne restent que des outils. Ce qui est important, c'est la façon dont on les utilise et à quel moment les utiliser. Et effectivement, eh bien, il y avait la nécessité de manager bien son équipe pour pouvoir justement les accompagner et mettre une dynamique dans la réalisation des chantiers. Et en fait, le choix, le groupe a décidé de faire grandir nos équipes sur ces deux aspects, technique et comportemental. Pour l'aspect technique, eh bien, nous avions notre démarche, nos outils, notre boîte à outils, ça s'était vraiment maîtrisé. Mais par contre, effectivement, sur le côté comportemental, là, on avait, j'ai envie de dire, un trou dans la raquette. On n'était pas forcément doté de ces compétences-là. Donc, nous nous sommes rapprochés d'Optime pour pouvoir justement construire un parcours qui permettrait à nos managers terrain de pouvoir gagner en connaissance sur le comportement, avoir des outils pour pouvoir justement mener ces chantiers et puis mener son équipe en fait d'une manière plus globale. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On parle de manager terrain. Quelle est un petit peu la cible de ce parcours et comment vous avez impliqué chaque niveau finalement dans ce parcours de formation? Oui, donc effectivement. Alors, on retrouve, nous, au sein de nos usines, pour faire simple, un découpage où on va avoir, alors je le fais de façon globale, mais un directeur d'usine, des responsables de service. Et au niveau dessous, on a donc pour chacun des services, ce que nous on appelle chef d'équipe, manager terrain, manager de proximité. Il y a différents noms. Et puis, ces managers terrain ont dans leurs équipes des opérateurs avec différents niveaux, conducteurs, aides-conducteurs, mais en tout cas, ils ont leurs équipes. Et en fait, les chantiers dont j'ai parlé tout à l'heure, les chantiers terrain, sont à 90% menés
est réalisé par donc les managers terrain et leurs équipes. Donc en fait, un chantier, ce n'est pas un travail uniquement d'une personne, d'un manager qui va travailler sur un sujet. Là, effectivement, le manager terrain va travailler avec son équipe sur un sujet, sur un chantier qu'il a identifié. Et également, donc ça, c'est pour la mise en place de chantiers de performance, de chantiers d'amélioration. Et également, on a démarré par la mise en place donc, de ce que l'on appelle, nous, les AIC, les routines, ce qui permet en fait à tous les niveaux usines de pouvoir faire des remontées terrain partant du terrain. Et en fait, on a évité un petit peu de faire du top-down, on est plutôt du bottom-up, puis du top-down derrière. Mais effectivement, il fallait pouvoir justement mettre en place ces routines et les animer. Et de manière, c'est pas forcément naturel. Il y a des gens qui vont avoir cette facilité naturelle à piloter une équipe, animer son équipe, communiquer même. Et bien ça, parfois, on peut l'avoir de façon naturelle, ou parfois, on peut être un bon manager, mais malheureusement, pas avoir forcément cette fibre-là. Et nous, on a des profils en fait de managers terrain qui peuvent être différents, puisqu'on a des managers en fait qui sont montés managers. Ils étaient opérateurs, j'ai envie de dire, avec un bon niveau, un opérateur plus, que nous avions identifié. Il y a plusieurs que nous avions identifiés. Ils sont très bons techniquement. Ils ont une très bonne maîtrise des outils, ils connaissent bien, j'ai envie de dire, l'atelier. Mais par contre, eh bien, ils ont peu ou pas de connaissances en management. C'est vraiment leurs compétences techniques qui les a fait monter, mais ils n'ont pas les clés, les petits tips pour le management. En revanche, enfin, on peut également avoir aussi de jeunes diplômés très compétents, mais par contre, eux, qui sont sortis de l'école, comme c'est arrivé à beaucoup d'entre nous autour de l'écran, mais par contre, très compétents, mais n'ayant pas le vécu terrain. Donc, avec certainement des petites peurs, des manques, des choses comme ça. Donc, en fait, le travail qu'on a souhaité faire, c'était vraiment apporter cet apport complémentaire sur l'aspect managérial à nos managers, voilà, qu'ils soient sortis d'école ou qu'ils soient opérateurs depuis plus longue date et montés en tant que chef d'équipe. Merci. Alors, on va peut-être rentrer après dans le cœur du sujet, hein, les spécificités et le contenu du parcours. Et est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui a donné envie, qu'est-ce qui fait que ces managers se sont impliqués dans ce parcours et nous expliquer un petit peu en quoi il consiste, sachant qu'on va parler du parcours d'aujourd'hui, hein, il a beaucoup évolué depuis 2015, puisque c'est un parcours qui a vécu. Mais voilà, je te propose que tu nous en dises un petit peu plus sur le parcours et ses spécificités. Alors, c'est vrai que le parcours, je te rejoins, c'est vrai que le parcours, il a vécu. On l'a actualisé de nombreuses fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait la richesse, parce que c'est une nécessité, mais on en parlera plus tard, de toujours actualiser en fonction des évolutions des technologies, des évolutions d'organisation, notre parcours. Mais effectivement, en fait, pourquoi il plaît? Eh bien, pour plusieurs points. C'est-à-dire que donc, on l'a bâti avec donc 2 modules de formation. En gros, on a 2 sessions de formation. Un premier module où on vient donc associer à la fois l'aspect donc vraiment managérial, où on a en fait vraiment cette, j'ai envie de dire, présentation du rôle du manager, le fait que lui donner les clés afin qu'il se connaisse mieux, lui apporter un petit peu, et d'ailleurs c'était ce qui était dans les demandes, le management situationnel. Enfin bref, je ne vais pas dérouler tous les aspects qui sont abordés, mais qui sont des aspects clés et nécessaires à maîtriser pour l'aspect managérial et pour le pilotage de son équipe. Donc ça, c'est l'aspect vraiment managérial porté par Optime sur les 2 jours et demi. Et puis, nous intervenons également sur l'aspect vraiment rappel de nous, c'est quoi la démarche? Notre démarche se nomme la démarche TPM+. Donc, on fait vraiment un rappel, même s'ils ont déjà été formés quand même, mais un rappel quand même pour rafraîchir justement les connaissances. Et puis, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif quand même, c'était de pouvoir mener des chantiers ou animer justement ces fameuses routines, ces fameuses AIC. Eh bien, on rappelle l'intérêt du chantier, comment on le mène, et on fait surtout des études de cas. C'est-à-dire qu'on a repris des cas concrets qui ont été
réalisés sur des sites, eh bien, on en a fait des outils un petit peu pédagogiques, que ce soit à la fois par la pratique, par le jeu. On a associé cet aspect managérial et cet aspect technique. Ça, c'est dans le module 1. Le module qui suit, on l'a dit, c'est ce qu'on avait fait, hein, Pascal, de mémoire, c'est 1 mois et demi après, voire 2 mois. On a le second module, pareil, qui vient là justement rajouter encore d'autres compétences, toujours pareil, managériales. Et donc, ça permet à la fois d'avoir donc les connaissances techniques de mon chantier, comment je le mène, et puis l'aspect managérial, mon équipe, comment je vais insuffler cette dynamique, lui donner envie, l'impliquer dans la réalisation de ce chantier. Et donc, pour pouvoir justement, euh, avoir, j'ai envie de dire, ce cas concret, on mène en parallèle, lors de ces 2 modules, un chantier. Donc, les gens qui viennent, hein, qui démarrent cette formation avec nous, ont identifié un chantier au sein de leur atelier et dans le déroulé de notre formation, nous avons la réalisation d'un chantier qui aboutit. Tu peux compléter le slide. Oui, Oui, non, simplement, il y a une petite question. oui, TPM+, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, TPM+? oui. Alors oui, oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Donc, TPM, je pense que ça pourrait parler à pas mal de gens. Donc, TPM, c'est Total Productive Maintenance, qui était le nom, hein, historique que nous avions au sein, pardon, que nous avions au sein du groupe, qui était une démarche d'amélioration continue. On pourrait dire démarche Lean, mais juste pour vous rappeler qu'il y a quelques années, le mot Lean avait été dévoyé et avait eu mauvaise presse au sein de beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, nous avions déjà notre démarche qui était existante, qui s'appelait TPM. Et en 2015, quand on a voulu vraiment l'asseoir avec une équipe en place et vraiment une diffusion sur tous les sites, on a dit, il y a de très belles choses qui avaient été faites à l'époque TPM. On ne va pas tout réécraser pour repartir de zéro. Et on a fait le choix de ne pas appeler ça ligne non plus. Donc, on a juste rajouté le plus pour dire on va un peu plus loin par rapport à ce que l'on faisait avant. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais effectivement, TPM, nous, ça vient de Total Productive Maintenance, mais on pourrait dire maintenant Total Productive Management. Voilà, si on voulait l'associer même au global. Donc, voilà pour TPM. Donc, ce que je vous disais, ce qui était important, c'est que par rapport au parcours, on a vraiment cet apport à la fois donc théorique, mais avec des mises en situation, des échanges des participants, des visites de sites pour que les stagiaires puissent assister justement aux routines, hein, sur les sites sur lesquels on fait les formations. Et associé à ça, pour vraiment avoir quelque chose de concret, ils ont la réalisation d'un chantier qui doit se faire en parallèle. On démarre le chantier, hein, au moment du module 1 et puis on doit l'avoir quasiment clôturé pour la fin du module 2, puisque je pense que tu peux mettre l'animation. On voit le chantier qui apparaît normalement en parallèle, voilà. Et à l'issue du chantier, en fait, on vient justement présenter au siège de Savencia, donc à Viroflay, tous les stagiaires viennent présenter leur chantier. Ça dure une journée et on a en fait, hein, la présentation donc du chantier mené. C'est présenté, hein, en commission. Donc, présentation du chantier. On a une petite partie questions-réponses. Et à l'issue du chantier, l'idée, hein, c'est vraiment que ce soit vraiment un parcours abouti où le stagiaire vienne présenter son résultat, nous fasse un retour également sur ce qu'il a trouvé de bien, sur notre parcours et notre formation, ce qu'il a des axes d'amélioration qu'on vient intégrer chaque année pour l'améliorer, hein, d'année en année. C'est l'objectif. Et puis, eh bien, on a une petite célébration avec une remise de diplôme et puis un petit cocktail pour clôturer cette journée, pour vraiment marquer le coup, voilà, sur cette journée. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, que, pour bien souvent, les chefs d'équipe, ils étaient cantonnés à leur usine, voire même parfois à leur atelier. Dans le parcours que l'on a créé, nous, on a souhaité mixer différentes usines, puisque nous, comme vous l'avez vu, on a beaucoup d'usines situées en France avec des technos, des produits différents.
une richesse aussi de cette formation, ça a été de rassembler tous ces profils d'usines différentes sur un même parcours pour des échanges et puis finaliser en clôturant vraiment et en célébrant le travail qui a été réalisé parce que les gens s'engagent, ils vont passer du temps en plus pour avancer sur leur chantier et en plus, ils délivrent de la performance avec la réalisation de leur chantier. Donc, on se devait de célébrer, de marquer le coup. Et c'est pour ça que c'est quand même très apprécié par les participants. Je donne une petite info même en plus. Moi, j'ai souvent vu quand même les participants de ces chantiers, enfin, pardon, de ces promotions, qui se créent des groupes WhatsApp pour discuter sur l'avancée de leur chantier. Et ça, ils l'ont fait en toute autonomie et je m'en suis rendu compte après. Donc, ça crée vraiment du lien et du lien entre les différentes équipes également. Voilà, entre les hommes. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle du manager du N+1 qui a parfois une partie de son équipe ou quelques collaborateurs dans ce parcours? Juste peut-être nous dire un petit peu comment il appuie ou quel est son rôle dans le parcours? Oui, tout à fait. Alors, le manager, donc le N+1 de notre chef d'équipe, lui, il va être, en fait, souvent, c'est lui qui va être le sponsor. Donc, en gros, déjà, il a un rôle de sponsor, c'est-à-dire que le chantier que va mener le stagiaire, il a déjà été identifié avec son sponsor, donc avec ce N+1. Ils le définissent ensemble. Et puis, le sponsor, il va suivre, en fait, l'avancée de son chantier. Et donc, avec l'avancée de son chantier, il va lui justement faire des points d'avancement, lui poser des questions aussi sur les clés, enfin du moins les compétences qu'il a acquéries durant cette formation. Donc, il lui pose des questions et il le challenge aussi un petit peu parce que c'est vraiment une idée aussi de faire monter en compétence les gens. Et pour faire monter en compétence, on sait très bien qu'il y a cette partie un peu de challenge, de lui dire, écoute, voilà, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu vas mettre en pratique? Parce que l'idée, c'est effectivement, on apprend par la théorie, mais le mieux, ça fait partie également de l'apprentissage, c'est la mise en pratique pour pouvoir, d'une façon concrète, mettre ces outils-là et puis être confronté à la réalité, quoi. Voilà. Donc, le N+1, lui, il va définir, accompagner et il est présent lors de la clôture aussi. Donc, il est là, il le suit pendant l'ensemble du parcours, ce qui lui apporte un intérêt. Il est aussi très intéressé par cette démarche puisque le responsable de service voit ces équipes terrain qui montent, qui maîtrisent mieux leur terrain. Enfin voilà, ça fait l'effet boule de neige qui est souhaité. Je vois qu'il y avait une question sur combien de personnes par promo. Peut-être effectivement, le nombre de personnes est important. Hein. Promo pas entre 8 et 12. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je dirais 8 et 12. Alors, je vais être complètement transparent. Hein. On a essayé à plus et on a vu que, alors, gentiment, hein, voilà, tu m'avais indiqué qu'on était un peu trop. On a quand même essayé. J'ai bien vu que pour vraiment l'apprentissage, le partage, les échanges, les mises en situation, le groupe j'ai même envie de dire qu'un groupe de 10, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc, oui, entre 8 et 12, c'est bien. Au-delà de 12, ça devient très compliqué, on perd de l'intérêt. Un groupe de 10, je trouve ça très bien pour l'avoir fait avec des groupes de 10. Et c'est le retour qu'on a eu d'ailleurs des participants. Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut le partager aussi si on élargit à nos expériences. 8, 10 personnes, 10 étant un groupe effectivement idéal où il peut y avoir de l'échange et en même temps de l'enrichissement entre les participants. Ouais. Et on a une petite question sur est-ce que le responsable de service a contribué à co-construire le module ou bien même réaliser ce parcours? Alors, à titre, oui, alors il n'a pas contribué à la construction en tant que telle. En revanche, j'entends. Oui, il y a un micro qui doit être ouvert, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde peut... Est-ce que ça fait du... Donc, alors, juste pour indiquer, et la question est importante, oui. Donc, le responsable de service, lui, il n'a pas co-construit avec nous le parcours. En revanche, ce parcours-là a été présenté à l'ensemble des directions des usines. Donc, ils savent exactement ce que l'on retrouve dans ces parcours-là. Ils ont été, de toute façon, on leur a demandé leur retour par rapport au contenu. Est-ce qu'ils retrouvaient
également tous les sujets, tous les thèmes en fait qu'ils souhaiteraient avancer pour leurs équipes. Donc, ils étaient, j'ai envie de dire, alignés avec notre contenu. Et après, le contenu, effectivement, on l'a construit avec Pascal. Et peut-être dire un petit point sur le fait que le contenu, il a été construit en prenant en compte le fait qu'on a aussi accompagné beaucoup de managers sur le terrain et que donc les exemples, les situations viennent de l'observation ou de la remontée de situations vécues. Et bien sûr, pendant la formation, les participants nous amènent hein, les cas qu'ils vivent. Et on a vu évoluer d'ailleurs hein, les sujets, les problématiques, peut-être les questions sur. On a souvent deux générations, hein, vraiment, hein, c'est assez marqué même dans les formations, avec des jeunes managers et puis des managers plus anciens et plus expérimentés. Et effectivement, la préoccupation dans la construction, c'est de sans arrêt s'adapter, je pense, à ce qui est vécu sur le terrain. Oui, tout à fait. On s'enrichit vraiment et c'est vraiment la force hein, de votre formation où il y a l'aspect technique, enfin, j'ai envie de dire l'aspect théorique que vous maîtrisez parfaitement, mais ce qui vous permet de rebondir en fait sur. Je sais très bien, puisque moi j'ai assisté hein, quand on a fait la construction, j'ai suivi les modules et j'ai vraiment apprécié le fait que vous partez de situations de terrain. Lorsque vous commencez hein, la journée en interview les managers et vous arrivez à rebondir d'une situation de terrain en faisant le lien avec le théorique. Et donc, tout de suite, les équipes, ah bah tiens, je l'ai vécu, donc ça m'intéresse. Plutôt que repartir d'un PowerPoint où on serait sur du théorique, voilà, j'ai pris un cas habituel. Là, vous arrivez à prendre, hop, un cas concret terrain, et toujours pareil, hein, parce que je vis dans une usine, mais problématique, d'où le fait aussi de les croiser. L'usine qui est peut-être à 2000 km ou 10 000 km, eh ben, elle les vit aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de réaliste, concret. Donc, hop, ça les intéresse et on rebondit sur cet aspect, on vient rajouter la théorie à ce que les gens vivent. Et ce qui est bien, c'est que on fait, j'ai envie de dire, même situation initiale avec ce qui remonte, l'apport théorique que vous faites, et après, moi, j'apprécie la mise en situation. Si tu avais su ça avant, comment tu aurais géré la situation? Et ça, c'est très bien. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment cet aspect qu'on a voulu quand même pas un petit peu théorique, mais beaucoup dans la pratique. Voilà. Et c'est vraiment ce qui est apprécié. Hmm. Merci. Je Alors, il y rappelle a une juste, petite alors, petit, question. pardon. Est-ce que je peux me Attends, permettre de je crois prendre qu'il y des a David qui questions ou voulait les prête ajouter quelque après? chose. Oui, Pascal, pardon, il y pardon. a David qui Oui, voulait ajouter quelque chose. un petit détail qu'on m'a souvent rappelé aussi hein, pour les chefs d'équipe, c'est effectivement quand on est chef d'équipe, pour l'avoir été, c'est qu'on n'est pas habitué à rester 8 heures devant un PowerPoint ou devant un tableau à écouter de la théorie. On est quand même beaucoup actif et sur le terrain. Et donc, ça, c'est très bien aussi qu'on ait beaucoup de pratique. Voilà, c'est ça. Mm. C'était important de le prendre en compte. Ouais, tout à fait. Alors, on va parler des facteurs de succès et puis aussi de ce que tu observes comme changement. Il y a juste une petite question qui arrive et je propose de l'adresser tout de suite. Est-ce que les managers déjà installés ont aussi bénéficié de ce parcours? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que de toute façon, ça aurait créé un trop gros gap juste en parlant de mode de management. Mais oui, bien sûr, ceux qui étaient installés ont été bah, quasiment, hein, donc depuis 2015, vous imaginez bien qu'on a quand même pu emmener du monde. Mais oui, ils ont été intégrés dès le début et c'était important. Et même, j'ai envie de dire que il a fallu qu'on les emmène parce que parfois, ça a pu faire peur à certains de se dire mais qu'est-ce que je vais apprendre niveau managérial. Mais en fait, on s'est même servi de leurs expériences qui étaient vraiment riches d'expériences et de situations. Donc oui, on les a intégrés pour que tout le monde ait la même base. Voilà. Parce que ça ne marche pas si on n'a pas les mêmes bases. Tout à fait. Oui, on Eh peut ben, je même te parler de propose, culture, oui. au-delà des bases, de culture managériale. Enfin, ça peut être un bon vecteur aussi. C'est pas le seul et ça suffit pas, et loin de là. Mais en tout cas, de poser effectivement les bases d'une culture managériale commune, Mm. tous. Tout à fait. Et il y a la question, mais je pense que tu vas y répondre juste après, sur bon, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qui a permis d'embarquer, parce que c'est du temps, et notamment, je vois arriver la question, bah, comment avez-vous réussi à vendre aux responsables de service le projet, la surcharge de travail, hein, le fait de libérer probablement aussi leurs équipes. Voilà, Alors, comment on a alors, vendu, comment vous avez vendu et impliqué les chefs de alors service. comment le vendre? Alors, je dirais,
quand on parle de surcharge de travail, c'est pas vraiment une surcharge de travail parce que je m'explique comme je vous l'avais, comme je vous l'ai présenté, comme je vous l'ai dit, dans la démarche que l'on réalise, on a de toute façon, donc je vous ai dit diagnostic, identification d'un déficit, que ce soit de la perte matière, que ce soit de la perte en performance d'un équipement. En tout cas, on a des chantiers à mener que d'une manière ou d'une autre, dans la feuille de route, les chefs d'équipe ont un temps dédié, alloué pour mener ces chantiers-là. Donc, on n'a pas eu forcément besoin de bloquer du temps puisqu'il était déjà défini, on devait mener des chantiers là-dessus. Par contre, en revanche, ça a été important de se dire, justement, soit je fais des chantiers, alors je ne vais pas critiquer les chantiers 5S, les petits chantiers, ils sont nécessaires et essentiels, mais ce qui était important, c'était de se dire quand même, avec une équipe que j'emmène, avec quelque chose que, voilà, une équipe que j'emmène, des moyens que je mets, je vais aller chercher des chantiers avec une valeur quand même un peu plus représentative. Et c'est l'évolution qu'on a pu voir aussi, hein, Pascal, lorsqu'on a démarré, on sortait vraiment de la philosophie basique, mais qu'il faut et que je rappelle à chaque fois d'amélioration continue où la plupart des chantiers qui étaient présentés et menés, c'était des chantiers 5S qui sont très bien et qui sont les premiers pas dans la démarche du 5S, du management visuel, mais grâce en fait à la fois à notre parcours que l'on a enrichi, les chantiers qu'on a pu mener sur de la réduction de pertes matières, de l'amélioration de la performance d'un équipement, ça nous a vraiment fait des gains qui soient, voilà, on va être transparent, ils sont financiers quand même au bout du bout. Donc, eh bien, c'était bien plus vendeur à la fois pour le responsable de service qui se dit, OK, j'ai mes équipes, elles sont occupées ou du moins elles sont focus sur quelque chose, mais qui rapporte et qui fait fonctionner l'usine. Et puis, ça a bien fonctionné. Et en même temps, donc le manager a vu, pardon, le sponsor a vu également une montée dans le positionnement de son chef d'équipe. C'est-à-dire qu'il le voit avoir une posture managériale qui est plus en adéquation avec, voilà, qui est plus ferme, qui est plus assise. Et en fait, pour beaucoup, il y a beaucoup de chefs d'équipe, après avoir réalisé cette formation, qui me disent j'ai l'impression de mieux maîtriser mon territoire. Et donc, même pour le N+1, quand ces managers terrain maîtrisent mieux leur territoire, ça facilite aussi le pilotage de son service. Donc, effectivement, ça a été vraiment un échange de bons procédés et de montrer qu'il y avait des résultats derrière aussi. Donc, ça s'est plutôt bien vendu. Ça a été vraiment bien emmené. On a aussi énormément communiqué sur les apports auprès des usines et également montré les résultats que ça emmenait. Voilà. Parce on est tous comme ça avant de savoir combien ça coûte, c'est bien, ou de savoir combien ça rapporte. Donc, on a aussi beaucoup fait de communication, de présentation, de résultats, mais surtout en faisant parler les gens qui avaient fait la formation. Voilà, on n'a pas voulu faire, je veux dire, de la pub pure et dure. Non, non, c'est les gens qui ont présenté leur chantier. Ce que je vous disais, en fait, les clôtures au siège sont vraiment aussi un vecteur de publicité, j'ai envie de dire, pour notre parcours, puisque les gens, c'est les managers terrain qui mènent en fait la journée en présentant, en faisant leur retour. C'est eux qui vendent notre formation maintenant. Donc, voilà, ça a été vraiment… et ce qui fonctionne, encore une fois, on est parti bottom-up et puis il y a eu cette validation après la direction. Donc, et est-ce que tu peux nous dire… Pardon, vas-y, excuse-moi. Dans les résultats, effectivement, comme je disais, cette maîtrise du territoire qui est quand même très importante, une amélioration aussi dans les échanges, à la fois entre manager-opérateur et puis opérateur-opérateur. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les outils qui sont enseignés dans cette formation, ils vont… Alors, je ne vais pas tous les balayer, mais rien que ceux, quand je pensais à prévenir un conflit, comment je gère des situations un peu compliquées, comment je vais devoir recadrer. Parce que bien souvent, alors il y a des modes pour recadrer les gens. Soit bien j'ai peu de courage managérial, je recadre peu, donc statu quo, il n'y a rien qui change. Soit je sais recadrer, je le fais bien, ou alors soit je sais recadrer d'une façon
militaires, on va dire, pour y avoir participé, où là, ça ne fonctionne pas non plus trop et plus du tout maintenant dans nos usines. Donc, c'est vraiment ce mix-là qui a été important et qui a été acquis durant ces formations. Et en fait, ça contribue à créer un climat de travail serein. Et l'équipe, même entre elles, sur le chantier, communiquer de façon plus simple. On a toujours eu droit à des réunions de chantier où j'avais mes équipes qui s'engueulaient. Voilà, c'est déjà arrivé. Sauf que le manager, le manager terrain, s'il n'intervient pas pour apaiser la situation, calmer et prendre en compte, votre chantier, ça va être très compliqué de le faire avancer. Et là, vraiment, moi, j'ai vu cette communication facilitée avec les équipes et pilotée par le manager. Et puis, effectivement, dans l'ensemble des chantiers aussi, on va créer, alors, on va mener différents types de chantiers, que ce soit la réalisation, on a déjà mis en place des animations à intervalles courts, ça a été des chantiers pour certains. Je viens de prendre mon poste, j'ai une équipe, eh bien, démarrer ce que nous, on appelle un point 5 minutes, donc c'est le matin au démarrage de mon équipement. Si je le mets en place, déjà, c'est complètement dans mon rôle de manager terrain. Je commence à emmener mes équipes et je communique avec eux. Donc là, j'ai eu un vrai apport, mais on a d'autres sujets qui peuvent être, quand je parlais de travail sur la réduction de la perte matière, on a mis en place des standards pour pouvoir respecter ce que je dois contrôler, comment je dois nettoyer, comment je dois justement, je sais pas, peser, enfin voilà, différentes choses. Sauf que comme c'est travailler en équipe, les règles et les standards, ils sont bâtis par l'équipe. Donc, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne les respectent pas. Donc, en fait, j'ai emmené tout le monde à s'aligner en fait, sur un mode de fonctionnement. On le rédige, on le suit. Et en plus, si je ne le suis pas, je sais moi-même que je suis en écart. Et les équipes ont appris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi à recadrer. Recadrer, c'est remettre dans le cadre. Ce n'est pas forcément engueuler. C'est certainement pas engueuler. C'est remettre dans la bonne direction et dans le bon cadre. Voilà. Et donc, et puis effectivement, les chefs d'équipe ont aussi beaucoup appris ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans leur communication au sein de leurs équipes. Et ça, on le voit vraiment. Et on l'a vu tout au long aussi, depuis 2015, sur les clôtures au sein des présentations, quand ils les font. Vraiment, on gagne en formation. Et puis, comme je disais, on avait essayé de comptabiliser, mais on a eu plus de 300 personnes formées depuis 2015. Donc, il y a eu une vraie vague, un vrai engouement pour cette démarche. Et puis, d'année en année, mis à part la seule chose qui nous a freinés, mais comme beaucoup, c'était le Covid. Mais sinon, depuis 2015, on n'a pas cessé de fonctionner ensemble. Voilà. Et il y a une petite question il n'y a pas eu de phase pilote pour lancer le package à grande échelle. C'est la question qui est posée. Moi, j'ai la mémoire du tout début. Oui, au tout début, il y a eu des pilotes. Mais David, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus et moi, je compléterai si besoin, parce que je crois que j'étais là avant. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Je me permettrai de. Alors, je vais prendre la main, oui, effectivement, sur les modules. Et ça, je vais le faire de mémoire, mais je vais me rappeler. Je ferai appel à toi, Pascal. Mais effectivement, sur les constructions, il y a eu plusieurs phases parce que de mémoire, on a eu ce parcours. On a eu un parcours court, un parcours long qu'on a voulu démarrer sur les usines. Mais pour des questions budgétaires, il y en a certaines usines prenaient une option et on s'est dit non parce que c'est pas possible, ça va créer un décalage, les gens aussi vont le voir, c'est pas génial, il faut qu'on fasse une seule chose, que ce soit et la même pour tous les sites. Et je me rappelle aussi quand on parlait d'accompagnement qui était très bien, nous on l'a réintégré en mettant aussi nos chefs, les responsables performance sur les sites qui ont pu prendre ce relais-là. Mais oui, il y a eu pas mal d'évolution du parcours. Et comme je disais après, nous, d'année en année, de toute façon, on s'enrichit des retours, puisque à chaque clôture de formation, on a un temps de partage avec les gens formés sur ce que je vous disais, les plus et les axes d'amélioration de la formation pour que nous, on les intègre pour la formation d'après. Donc, nous, on fait ce recyclage. Maintenant, pour la partie avant 2015, je vais laisser Pascal un petit peu donner quelques infos en plus, parce que je n'étais pas encore là. Voilà.
pas sur ce Alors, sujet-là. très, très brièvement, hein, parce que c'est intéressant de dire que ça vit dans la durée. Et si ça vit dans la durée, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un démarrage avec quelques pilotes. Et à partir du moment où ça a été validé, on peut avoir 4, 5, 6 promos ou 2 promos dans l'année, ça dépend. Mais voilà, il y a plusieurs promos par an. Et effectivement, il y a eu des usines qui étaient finalement les relais et les pilotes au tout début. Et on avait un parcours qui faisait 6 jours, puis qui a été réduit mais réintégré en partie par les formateurs sur la partie performance en interne. Et on a pu à certains moments faire directement l'accompagnement de terrain de ces managers. Et là aussi, ça a été réintégré par le groupe qui accompagne ces managers. Voilà. Mais effectivement, avant un déploiement à grande échelle, il y a eu quand même des phases de test. Peut-être que pour conclure, tu peux nous dire un petit peu en synthèse les facteurs de succès en résumé et peut-être, voilà, Oui, tout qu'est-ce à que tu fait. en tires, même si on y a répondu tout au long, peut-être en synthèse, Oui, oui, mais je quel pense que c'est facteur quand clé de même succès? important, ouais, de les rappeler quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est un beau projet, un gros projet quand même, hein, enfin, à mettre en place. Mais effectivement, il y a quand même des facteurs qu'on a pu mesurer tout au long, bah, depuis 2015 et même toi, depuis un petit peu plus longtemps que ça, puisque tu nous accompagnes. Mais effectivement, alors nous, on a eu un gros besoin, comme je vous le disais, de communiquer en permanence. Mais alors ça, j'ai envie de dire, ça peut être global pour tout. Mais en tout cas, nous, on a besoin de communiquer en permanence sur le parcours auprès des sites, de communiquer justement lors de ces clôtures. Nous, ça apparaît, hein, on a un magazine, hein, de communication qui est propre au groupe, donc on parle des clôtures. Voilà, on a un petit passage en fait, hein, dans notre magazine groupe. On en a sur nos écrans de communication. Enfin voilà, on communique vraiment sur le parcours, l'apport de ce parcours-là à l'ensemble, j'ai envie de dire, à l'ensemble du groupe. Voilà. Euh, pour les sessions, ce que l'on a dit, hein, les sessions de formation, nous, on s'est rendu compte que 10 personnes, c'était vraiment la taille optimum pour pouvoir échanger, apprendre. Nous, donc, comme je vous l'ai dit également, on a donc pas mal d'usines. Le choix que l'on a fait, les groupes, les formations que l'on fait, ce ne sont pas que des gens de la même usine. Nous, on a fait des promotions où viennent des participants d'usines différentes. Et ce que je vous disais, là, c'est vraiment important parce que les formations, en plus, on les réalise sur un de nos sites de production. Donc, on est dans une usine. Les gens, ben, comme je vous le disais, parfois, ils connaissent leur atelier et même pas les autres ateliers de l'usine. Bon, ben là, ils quittent leur usine, ils viennent dans une autre usine, rencontrer leur équivalent, où ils interviennent sur des process différents. Donc, il y a vraiment cette mixité qui est vraiment importante dans la communication et dans l'intérêt. Et j'ai envie de dire aussi, on ne le voit pas figurer ici, mais on les sort de leur cadre habituel de travail. Et là, vraiment, ça facilite aussi, bah, les échanges. Ils se sentent vraiment, tiens, je fais une vraie formation et je suis intégré. Donc, il y a ces groupes-là à bien identifier. Nous, ben, oui, on a, donc, comme je vous l'ai dit, le chantier qui a mené en parallèle, eh ben, c'est un vrai sujet aussi. J'ai envie de dire, c'est notre fil rouge qui va nous permettre de suivre tout au long de la formation, c'est le fil rouge. Et puis qui, à la fin, j'ai réalisé quelque chose concrètement. Donc voilà, on a un vrai sujet, hein, on n'est pas sur l'étude de cas théorique. Voilà, j'ai mené mon sujet du début à la fin avec les outils à la fois pardon, techniques et à la fois comportemental que j'ai acquis. Donc c'est un vrai marqueur, quoi, un vrai livrable. Et effectivement, il faut quand même prévoir un peu de libération du temps aux managers pour mener leur chantier, mais ça, c'était le cas. Mais même si on n'avait pas fait la formation, j'ai envie de dire, c'est que nous, on a des chantiers à mener qui sont dans une feuille de route. Oui, on a le quotidien, mais oui, on doit se libérer un minimum de temps pour faire de l'amélioratif et aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, bah, le quotidien, enfin, on le sait tous, hein, ça nous bouffe, c'est normal. Voilà, mais on doit s'allouer quand même un peu. Voilà. Et d'où aussi, hein, le fait d'avoir la réalisation du chantier en bout du bout. C'est-à-dire que oui, vous me libérez du temps, mais en tout cas, ben, voilà, il y a un gain derrière aussi. Donc voilà, c'est un échange donnant-donnant. On sait très bien qu'il faut avoir ça derrière. Donc, ce qui est important également aussi,
c'est l'implication l'implication du N+1 dans le développement du collaborateur. Il faut qu'il soit quand même soucieux de savoir, ben voilà, tu pars à ta formation, c'est bien, est-ce que tu as ton chantier, on l'a défini ensemble, on a fait la fiche de cadrage. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est avant de partir, on démarre par une fiche de cadrage. Donc, il y a son implication du N+1 avant, pendant et même après la formation. Voilà, parce que c'est quand même important qu'il puisse le suivre. Nous, ce qui était important, c'était cette co-construction. On en a parlé tout à l'heure avec Optim sur des cas concrets, notre mode de fonctionnement interne, parce qu'on a aussi notre propre mode de fonctionnement. Et puis, la prise en compte des retours d'expérience des participants pour améliorer de session en session notre apport aux équipes. Et puis, important de célébrer parce que les gens passent du temps, apprennent, s'investissent. Donc, à nous de marquer le coup et de faire une petite célébration. Après une célébration, nous, on a voulu mettre un diplôme avec remise par j'aime bien avoir les directeurs industriels lors de cette remise de diplôme pour vraiment marquer le coup. Elle peut être envisagée d'une façon plus soft, j'ai envie de dire, mais au moins prenez le temps de marquer le coup et de valoriser ce qui a été fait par les équipes. Et évidemment, on a un petit budget, oui, parce que la formation nécessite quand même un budget, ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est normal aussi. Voilà, c'est à intégrer dans nos besoins. C'est ça. On prend maintenant peut-être les questions, Pascal? Oui, il y a une question. Est-ce que vous avez des retours des managers de ces personnes? Alors, tu as donné quelques retours, mais je pense qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui est constaté par les managers et combien de temps a duré le déploiement complet? Alors, voilà, le déploiement, il n'est pas terminé d'ailleurs. C'est un process continu. Non. Voilà, mais peut-être déjà, est-ce que tu as aussi des retours de la part Alors, c'était plutôt des feedbacks des équipes. Des feedbacks, Oui, pardon. Merci. Excuse-moi, oui. Alors, feedback Des feedbacks de la part des opérateurs. De qui? Des équipes, gens pardon. qui ont suivi la formation, des équipes. Non, les équipes. Les Alors, équipes. les Que dit le équipes terrain? Est-ce qu'ils ont vu bouger leur manager? Je pense que c'est ça un peu la question derrière. Oui. Alors, oui, vraiment, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le manager posait, rien que le fait de recadrer, d'être plus concis dans ses demandes, ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait plus le mot juste en fait sur comment définir le besoin, comment demander. En fait, il y a une partie du sujet, de la formation qui est, évidemment, de la libération du temps, mais il y a une partie de délégation. Et en fait, les équipes terrain se sont rendues compte que, leur manager pouvait leur demander et pouvait s'appuyer sur eux et leur déléguer des tâches. Si c'est bien préparé, bien expliqué, bien suivi, il leur a délégué des tâches et les gens du terrain se sont dit « Ah oui, mais mon manager, tout compte fait, il voit bien qu'il ne peut pas tout faire, mais il voit bien aussi que moi, je suis capable de le faire. Donc, ça crée aussi du lien et ça a été intéressant. Et ils se sont dit, oui, je trouve que c'est mieux. Et même, je vais au bout du bout, j'ai eu des anciens, on va dire ça comme ça, qui sont montés typiquement, dont je parlais, avec une connaissance technique, mais qui était exceptionnelle sur les équipements, mais qui, d'un autre côté, l'aspect managérial était plus limité, on va dire. Enfin voilà, c'était pas son dada Voilà. Et il pouvait passer pour quelqu'un d'un peu bourru Voilà. Et justement, le fait d'avoir été plus ouvert, et lui ne l'était pas. C'est juste qu'il n'avait pas ces clés-là de communication, de se dire oui, mais si je dis ça à quelqu'un sur les échanges verbaux, il n'avait pas été forcément intéressé sur ces sujets-là, et on a réussi à l'intéresser. Et ses équipes ont dit waouh, mais ça l'a changé, ce qui n'enlevait en rien son côté technique qu'il maîtrisait. Mais c'était devenu un manager plus communicatif, on va dire. Voilà. Et donc, oui, on voit des changements et des évolutions. Et des souhaits d'évoluer même, voilà, que je n'avais pas vu arriver. Super. On y reviendra tout à l'heure et je rebondis là-dessus parce que je vois le temps qui passe, mais c'est super intéressant. Je pense qu'une des clés, c'est de donner envie. On voit actuellement une crise du management. Alors, je ne sais pas si vous, là, autour de l'écran, mais de dire ça fait plus rêver. On a même des personnes qui ne veulent pas manager. Donc, c'est d'abord, pour moi, c'est le donner des leviers et donner envie de manager aux managers qui sont en place, mais aussi aux futurs managers
à leur montrer qu'on peut s'éclater dans le management, et voilà, il y a des clés, il y a des choses à mettre en place, mais que ça peut être très sympa et très épanouissant. Et il y a une question, si c'était à refaire demain, vous changeriez quoi? Ah, alors si c'était à refaire demain, ben, alors moi, d'une Merci, vision comme ça, le lien. Oui, le lien. donc effectivement, on évalue les formations, ce qui est logique, hein, pour voir bah, justement comment c'est perçu par les équipes qui suivent la formation. La note moyenne, c'est ce que j'ai regardé depuis 2015, on est sur du 4,7,5. Donc quand même, ce qui veut dire qu'elle est grandement appréciée, elle colle aux besoins de nos équipes. On a on a réalisé plus de 300 chantiers. Donc, il y a du concret qui a été mis derrière. Ce n'est pas juste faire une formation. On a tous eu droit à des formations que l'on faisait avec pas grand-chose qui aboutissait derrière. Là, on a eu des chantiers qui ont été menés. On a des personnes qui étaient managers terrain, qui sont passés responsables de service depuis 2015, quand même, qui ont appris et qui ont gagné en management. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, moi, c'est moi qui anime aussi les clôtures au sein du siège, mais quand je vois tous les sourires, tous les gens qui viennent, évidemment que oui, on le referait. Là, c'est sans discuter. Oui, on le referait, mais par contre, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est ce qu'on a mis en place avec Pascal, c'est revoir, actualiser, améliorer d'année en année, en fait, nos supports. Parce que, allez, peut-être qu'une année, 2 années, on ne la revoit pas. Bon, ça peut être jouable, mais pas au-delà de 2 ans, quoi, parce qu'il y a tellement d'évolutions qui se sont passées que c'est pas la peine. Et nous, on le fait tous les ans, donc ouais, on va. Donc oui, je le referai. Oui, je le referai. Et oui, maintenant, on partirait sur l'intégration peut-être de nouvelles technologies encore. On pense au 4.0, à tout ce que ça peut emmener. Mais en tout cas, oui, on le referait fortement. Et on cite souvent cette démarche-là quand même, dans nos démarches, l'ensemble des démarches que l'on a au sein des RH. Voilà. Super. Et je crois que David, on avait un petit film à diffuser que vous avez Oui, fait de vos équipes. bah oui, Et je parce me... qu'ils en parleront encore mieux que moi, donc ça va être. Oups! Ouais, ouais, Attends, c'est ça. c'est bon? Ah, oui, oui, Vous voyez? ça démarrait Ouais, comme ça. pardon, Matin j'ai zéro. lancé, ça a démarré très vite. Ouais, ça démarrait très vite. Je sais pas, le son, ouais, oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, vous me dites si voilà. Là, ce sont les restitutions. Convivial et enrichissant, oui. Très très positif. J'ai appris beaucoup de choses en termes de management que j'ai pu appliquer dans mon atelier. Beaucoup d'enseignements au niveau de la résolution des problèmes et puis aussi du benchmark vis-à-vis des autres usines qui ont été visitées. Très instructif, oui, de pouvoir assister aux présentations des autres pilotes sur d'autres sites. Oui. Je pense que le fait que tout notre encadrement y passe est vraiment un plus pour le site. En un mot, bravo à cette formation. Voilà, c'était rapide, mais effectivement, c'était pour vous donner un petit peu de retour réel des personnes qui suivent la formation. Merci beaucoup, David, pour ce partage, très intéressant. Je propose, Anne, que dans le temps qui nous reste, on puisse peut-être prendre encore une ou deux questions Oui, il faut et puis que tu il puisses y a des questions compléter. intéressantes. Il y a des questions intéressantes, donc je pense qu'il faut. Elles sont toutes intéressantes, évidemment, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on réponde aux questions qui ont été posées. Euh, le déploiement complet, donc sur les 300 managers, il me semble que c'est sur les 10 dernières années, c'est depuis 2015. Oui, c'est à peu près ça, oui. En ayant eu 2 années Oui. qui ont sauté aussi. En plus, Ouais. voilà, on a eu Ouais, 2 années ouais, blanches. aussi. C'est ça, c'est ça. Et Vous diriez, vous, David, que vraiment ça a contribué, vous avez vu évoluer la culture managériale au sein du groupe? Oui, parce que c'est toujours. Ben oui, effectivement, je l'ai vu évoluer parce que bah, bien souvent, en fait, on parlait, ça s'arrêtait aux responsables de service, vraiment cette culture managériale. Et comme je vous l'ai dit, que ce soit sortie d'école, même si on fait de grandes écoles, des grandes études, on n'apprend pas le management, ou peu le management sortie d'école. Et pour beaucoup,
j'avais, oui, effectivement, des gens qui étaient, comme je l'ai dit, qui étaient vraiment très capés techniquement, mais qui n'avaient pas ces maîtrises-là. Et après, ceux qui maîtrisaient, c'était les gens. En gros, on mettait manager des gens qui avaient cette fibre-là un peu naturellement. Sauf que ce n'est pas juste. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont bons, mais ils ont juste besoin d'apprendre. Donc, en ayant mis ça en place, ça fait monter d'un niveau quand même. J'ai envie de dire, les gens qui avaient, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la panacée, mais c'est le minimum, avoir un socle commun avec une vision commune de notre fonctionnement, enfin sur le management. Et donc, on a fait monter tout le monde d'un cran, et donc ça a fait monter le système entier d'un cran. Donc, oui, on a vu cette évolution. Et cette, ça, c'est juste ma vision, mais effectivement, il y avait quand même une séparation avant entre le responsable de service et le manager terrain. Oui, il y a une rupture un petit peu managériale. Là, elle s'est vraiment réduite fortement, quoi. Ils sont vraiment en lien direct et en gros, c'était je te donne les directives et tu fais. Voilà. C'est plus le cas. J'ai un avis, je te le donne parce que je suis sur le terrain chaque jour aussi et je sais comment te le remonter, comment te l'expliquer. Génial. Voilà. Super. Génial. Alors, il y a une petite question de Stéphane qui dit, ça veut dire qu'un des chantiers, c'est l'amélioration de cette démarche? Alors, pas forcément tant que tel, il me semble, mais en tout cas que ces points d'amélioration et de retour d'expérience sur la démarche de formation, c'est aussi un des facteurs clés de succès pour s'assurer qu'on est toujours en phase avec les réalités du terrain, les enjeux de l'entreprise et les besoins plus globaux des managers. Il y a une petite question sur une dernière question, peut-être qu'on peut prendre sur des thématiques. Alors, des chantiers, tu as cité des thématiques en lien avec la performance industrielle, les AIC. Est-ce que tu en as d'autres en tête, de thématiques Moi, j'ai beaucoup observé à un moment des thématiques sur comment monter en compétence mon équipe. J'ai vu pas mal de… Peut-être un sujet intéressant sur l'approche des compétences de l'équipe. Alors, là, c'est un vrai sujet même, un gros sujet. Mais moi, ça m'a fait… Effectivement, je l'ai vu. Alors, ce n'est pas non plus le plus courant, mais c'est un sujet grandement intéressant parce que quand on parlait manager terrain, je dois maîtriser mon territoire. Mais pour maîtriser mon territoire, je dois connaître et faire grandir mes équipes terrain. Donc, en gros, nous, on a, donc, outre les chantiers que j'ai pu citer tout à l'heure, on a eu des chantiers, nous, où on avait appelé ça savoir-faire. Donc, en gros, on avait besoin de connaître, d'avoir, d'une façon peut-être un peu light, mais une matrice de compétences de mes équipes. Qu'est-ce que mes équipes doivent savoir sur l'aspect sécurité, mais sur l'aspect conduite de mes équipements, faire vraiment un point zéro. Donc, j'évaluais à quel niveau ils se souhaitaient, à quel niveau ils étaient, quel niveau je peux aller chercher. Donc, ça, c'est fait vraiment cette collecte-là. J'ai besoin d'avoir quelles compétences dans ma vision cible, on va dire. Et puis, par rapport à ça, ils ont travaillé un petit plan de formation pour faire ces formations-là, j'ai besoin de réaliser des standards. Donc, j'ai réalisé des standards, j'ai formé sur la base des standards. Donc, ça, en fait, ça a été vraiment une boucle. Il y a un site qui a souhaité faire ça dans chacun de ses ateliers parce que ça a bien délivré. Mais en gros, c'est vraiment de la gestion des compétences, ce qui parfois, on demande et parfois on pense que ça doit être géré par les ressources humaines qui ont déjà énormément de choses à piloter. Ce pilotage des compétences de leurs ateliers, je l'ai vu, ça a été mis en place. C'est vraiment porteur, c'est vraiment enrichissant. Et moi, je suis le premier à vouloir faire monter les gens en compétences parce que c'est vraiment ça la richesse. Et oui, on a vu des beaux résultats là-dessus. Et quand vous commencez à faire ça, là, vous êtes complètement légitime comme manager. Vous demandez à la personne où elle se trouve, vous la faites grandir. Je pense même que c'est le boulot premier d'un manager. Mais bon, voilà. Oui, on a eu des beaux sujets, savoir-faire. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette intervention, ce témoignage hyper riche. Je vais faire le lien tout de suite maintenant et puis peut-être élargir effectivement à notre vision à nous des formations management chez Optim. Bon, ça va faire 40 ans qu'on forme au management, bien entendu. On ne forme plus en 2025 comme on formait il y a des années de ça, même si on voit, il y a un socle qui est là et qui est important. Je vais aller assez vite puisqu'il y a plein de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas être redondant. Par contre, on s'aperçoit que finalement, le management, c'est le point
qui fait le lien, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Des fois, ça s'exerce un peu différemment. On parlait d'AIC, d'animation intervalle court, notamment dans des usines, mais n'empêche que le besoin d'animer de l'équipe, que je sois dans les services, fonction support, en prod, dans une entreprise, dans une PME ou dans une filiale de grands groupes, bah, finalement, le besoin est là d'animer cette équipe-là. Alors, je ne vais pas faire des choses un peu tarte à la crème, hein, mais oui, le monde bouge. Et donc, ce qui est important, c'est que nous, nos convictions, et c'est pour ça que nos parcours sont revus avec les entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement, en disant non seulement le monde bouge, mais les attentes des collaborateurs et des collaboratrices bougent. D'ailleurs, petit point intéressant, c'est que quasi à chaque fois dans les parcours de formation, on nous demande d'ajouter de l'intergénérationnel. Voilà, on ne s'est pas forcément prévu au départ avec les responsables formation ou les directions. Et les managers nous amènent beaucoup là-dessus en disant, mais aidez-nous, et pas que les jeunes, hein, les différentes générations, comment on fait pour les manager. Donc, bien entendu, l'ensemble du management représente un enjeu fort. Et ce que je disais tout à l'heure, on est assez convaincu que c'est aussi un des enjeux, c'est de donner envie de manager au sein des entreprises. Et ce que vous disiez, David, c'est que oui, le technique est important, mais pas que. Ça ne suffit pas. Les compétences relationnelles et managériales sont vraiment au cœur des performances dans l'entreprise. Et quand on parle des performances, bien sûr, il y a l'économique, le technique, mais pas que. Il y a tout ce qui va toucher au social, à l'environnemental, au sociétal, etc. Et donc, c'est extrêmement important d'outiller les managers par rapport à leur mission, mais aussi comment on rentre en relation, comment on ose, comment on se dit les choses au sein de l'équipe et inter-équipe. Rapidement, certains d'entre vous le connaissent déjà. Le point de vue d'Optime sur le management, c'est qu'il y a manager s'il y a une équipe. Et donc, tout seul, on ne manage pas grand-chose. Et donc, le manager fait partie intégrante de l'équipe. Et nous, quand on parle d'une équipe performante et épanouie professionnellement et responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde agit pour un but commun, donc, dont on partage le sens. Donc, le sens est important. L'équipe, au global, doit s'organiser, réaliser, bien entendu, améliorer ses activités. La coopération doit se faire de manière proactive avec les autres équipes de l'organisation. Une conviction assez forte, c'est que la décision, elle doit être prise au plus près du terrain. Moi, je suis convaincue que tout le monde décide dans son périmètre de décision tous les jours. Des fois, c'est très explicite, des fois, ça l'est beaucoup moins. Et on gagne à l'explicité. L'équipe, elle doit exercer aussi sa solidarité et puis reconnaître les contributions de chacun. Et ça, c'est tout le monde qui est responsable, un manager et manager. Et puis, tout le monde doit développer ses compétences et son autonomie. Dans cette équipe, on a une personne particulière qui est le manager, qui doit s'assurer que tout ça fonctionne, le piloter, l'animer en fonction de la maturité de l'équipe, d'être plus ou moins présent pour tout ça. Mais en tout cas, c'est bien de la responsabilité de l'ensemble de l'équipe et pas que du manager ou pas que des collaborateurs. C'est vraiment de la responsabilité partagée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout parce que sinon, on va y rester encore 2 heures. Mais l'idée, c'est que nous, on a vraiment dessiné et revu le modèle de management autour, effectivement, de cette boussole du management et de la coopération pour faire le lien en disant à chaque fois, alors, vous devez voir des pavés orange et puis des pavés bleus. L'idée, c'était le orange de dire ça, tout le monde, toute l'équipe, par exemple, sur partager le sens, tout le monde doit agir pour le but commun. Dans cette équipe, le rôle du manager plus spécifique, il est d'orienter, de communiquer, donner du sens. Et donc, nos formations, on les construit autour de ça en disant, vous, manager, vous avez un rôle à jouer, mais vous devez aussi rendre acteurs vos collaborateurs et les emmener avec vous là-dessus. Et ça, c'est extrêmement important. Ça a été dit aussi. Les facteurs clés de succès pour que la formation soit utile. Alors, moi, je voulais repartager aussi une chose importante. La formation, ce n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'envoyer les managers en formation pour que ça y est, ça règle tous les problèmes dans l'organisation. C'est un outil. Il doit se passer des choses avant, des choses après la formation. Et bien entendu, ça va ouvrir des possibles aux managers. Mais ce qui est hyper important, c'est que l'ensemble de la ligne managériale, en commençant par le CODIR, soit bien aligné sur les messages clés, sur ce qui est attendu
des managers et vraiment de co-construire ces parcours avec les CODIR pour être sûr qu'on est bien aligné sur ce qui sera dit dans les formations. Insister, refaire, faire pratiquer. On s'applique vraiment en formation à ce que l'ensemble des stagiaires puissent expérimenter dans un environnement en plus qui est bienveillant, voilà, où ils peuvent s'exercer et avoir des feedbacks de leurs pairs, de leurs collègues. Et ça, c'est extrêmement important. Un, pour leur montrer que ça fait pas mal et qu'on peut le faire différemment et que ça marche aussi. Et puis qu'ils aient des fois des renvois d'images. Voilà, pour se dire, ben, on parlait tout à l'heure du genre peut-être un peu bourru, un peu, de dire, bah, c'est compliqué, voilà, la forme est peut-être pas au service du fond que tu veux faire passer. Et ça, c'est de s'entraîner, de faire et qu'ils repartent avec des billes et en ayant pratiqué. Enfin, moi, assez convaincue que le management, il ne se fait pas en salle, hein, il se fait sur le terrain avec l'équipe. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent lors des formations, mais ça se voit vraiment sur le terrain avec l'équipe, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des projets d'amélioration. Alors, ça peut être aussi des thématiques sur lesquelles ils vont travailler à l'issue de la formation, mais qui se projettent dès la formation sur, OK, je sais où est-ce que je vais le mettre en place tout de suite pour expérimenter, pour voir que ça marche et pour me donner envie de continuer. On voulait aussi vous partager, dire, nous, on aime beaucoup donc vraiment impliquer nos stagiaires. On utilise aussi beaucoup le jeu. Par le jeu, on peut faire passer plein de messages de manière un peu différente et puis parfois, voilà, décaler aussi beaucoup par le jeu. L'ensemble des formateurs Optime, on ne fait pas que de la formation. Ce que vous disiez aussi, David, c'est qu'on accompagne sur le terrain, on fait aussi du conseil, on est présent dans les équipes et je pense que c'est ce qui est aussi extrêmement important, c'est partager le même vocabulaire. Donc, on ne va pas avoir le même vocabulaire chez Savencia, La Pave, voilà, à Banque de France, par exemple. Voilà, on va vraiment adapter, même si les concepts sont les mêmes. Voilà, adapter le vocabulaire, adapter les exemples, les situations, pour vraiment que ça leur parle et que ce soit leur formation à eux. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, donc, moi, s'il y a une chose que j'aimerais partager avec vous ce matin en tant que formatrice et pilote de formation, c'est vraiment la formation, ça se prépare. Donc, c'est donner du sens en amont, à impliquer les N+1 des stagiaires. L'idéal étant qu'ils puissent voir chacun en disant, bah, voilà ce que tu vas aller chercher dans cette formation pour donner ce sens-là. Et bien entendu, les revoir après. Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu vas appliquer? Qu'est-ce qu'on bouge? Et leur donner, bien entendu, bah, ça va demander des moyens, mais notamment le temps de faire. C'est-à-dire que très souvent, on voit aussi des stagiaires, ils sont hyper enthousiastes, hein. En général, les formations se passent très bien. Il y a plein d'envie à l'issue de la formation. Et puis, ben, on a fait tous pareil. On revient dans notre quotidien, on est happé par nos activités et on ne prend pas le temps de le mettre en œuvre. Et donc, des fois, on peut se dire, bah, ouais, les formations, mais bon, ça n'a pas bougé beaucoup. Ça bougera aussi s'il se passe des choses après la formation. Si à la fois, il y a de l'exigence vis-à-vis des personnes formées pour qu'ils mettent en place sur le terrain, mais qu'on leur donne aussi le temps, les moyens de l'appliquer, et notamment l'appui de leur manager. On a parlé tout à l'heure de l'appui, de l'exemplarité aussi du CODIR, parce que la culture managériale, elle est quand même donnée aussi et beaucoup par le CODIR. Donc voilà, cette exemplarité est essentielle. Et puis, ça fait le lien aussi avec tout ce qui est système RH. C'est-à-dire comment, dans le système de reconnaissance, dans les entretiens annuels, on intègre ces éléments des attendus du manager. Et donc, en synthèse, on voulait vous dire ça. Oui, c'est un vrai investissement, la formation. C'est un investissement en budget, mais aussi en temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est extrêmement important de mettre en place ce qu'il faut pour le rentabiliser. Alors, c'est peut-être un peu froid de dire les choses comme ça, mais c'est extrêmement important pour tout le monde, pour l'entreprise, mais aussi pour les stagiaires, qui voient que ça sert aussi à quelque chose. Des exemples voilà, de modules sur lesquels nous intervenons. Alors après, on est capable tout à fait aussi d'adapter aux enjeux des entreprises. On mixe en termes de durée, de contenu, ce qui est extrêmement important. Et ce qui est très aidant aussi, c'est quand il y a un référentiel de management qui existe, qui a été travaillé, ça permet de se raccrocher à ça et de dire, bah, voilà, on va donner corps à ce référentiel en accompagnant vos managers à savoir le mettre en œuvre sur le terrain. On arrive au bout de... Alors, on a peut-être le temps s'il y a une ou deux questions maxi, sinon on va clore, il nous reste 4 minutes
Je m'étais engagée à finir. Alors, j'avais dit à tout le monde 10h30, c'est 10h, évidemment, hein, bien entendu. Je n'avais pas relevé. Pascal, tu veux ajouter quelque chose que j'aurais des fois oublié? Je suis allée assez vite, mais bon, l'essentiel a été dit. Non, je regarde dans les questions qui ont été posées. Je pense qu'on les a à peu près toutes prises en compte. Il y avait une question sur la notion d'international. Oui, Comment on développe ces formations à l'international? Alors ça, c'était peut-être pour David. On a oui. parlé de votre action Bah, locale. Je ne sais c'est Ouais, l'enterre-entreprise, je crois. Ouais, c'est l'enterre oui. de dire est-ce que c'était franco-français ou à l'international aussi. Alors, effectivement, dans un premier temps, hein, c'est franco-français hein, sur ce qu'on a développé, mais c'est vrai qu'on est en discussion parce on a un vrai besoin à l'international aussi de manager, hein, c'est pas que en France. Donc, j'ai envie de dire, copier-coller hein, quand même pas mal d'outils, mais je ne parlerai quand même que de la France puisque c'est celle-là qu'on a pleinement déployée ensemble. Donc, mais effectivement, après, la question est peut-être même pour vous, enfin pour Optime. Ouais, Pour l'international, vous avez des relais, si je... Enfin, je vous laisserai oui. en parler, mais si je ne dis pas de bêtises, vous avez des relais. On en a déjà échangé d'ailleurs, puisqu'on avait déjà eu même une action ensemble, mais on n'en a fait qu'une ou deux, donc je ne vais pas... Voilà. Et ce n'était pas moi qui m'en occupais à l'époque. Donc voilà. C'est ça. Donc, nous, on le fait effectivement, on déploie à l'international des référentiels et des formations management. Ce qu'on va rajouter une couche aussi dans ces formations-là, c'est le lien avec l'interculturel, la culture du pays, qui peut parfois jouer aussi sur la manière dont on va dire les choses. Voilà, donc c'est aussi, on intègre cette partie-là en disant, il y a les standards de l'entreprise, la culture managériale qu'on veut véhiculer dans l'entreprise, et après, comment on tient compte quand même des spécificités locales, voilà, notamment quand on est sur des pays avec des... on ne dit pas tout à fait la même chose en Afrique qu'en Asie, on ne s'adresse pas tout à fait, pas du tout, même de la même manière aux personnes. Ça n'empêche qu'on peut quand même véhiculer une culture commune. Un immense merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Je renouvelle le remerciement, David. C'était super intéressant. Merci. Un grand bravo. Voilà, waouh. Quand on relit comme ça, je veux dire en prenant le recul, c'est très chouette. Et pour côtoyer des managers Savencia, ça fonctionne bien. Donc bravo, bravo à vous. C'était notre dernier webinaire avant la pause estivale. Donc, c'est l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui en prennent là cet été, une bonne pause. Et nous, on va se retrouver le 19 septembre pour le webinaire suivant qui sera sur le thème du changement. Donc, comment on accompagne les transformations, le change, sachant qu'il est partout tout le temps. Et voilà, n'empêche qu'il faut quand même s'en occuper. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Très bonne journée et puis au plaisir de vous recroiser prochainement et à votre disposition si Merci. besoin. Merci. Merci Au Merci à revoir. beaucoup. tous. Merci Au encore, revoir. David. De Et rien, puis à merci. Bonne bientôt journée. pour la À suite des bientôt. aventures. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.